Imaginez une histoire d'amour écrite dans les astres, puis réécrite dans la poussière de la trahison. Léa de Montfort, enceinte de 7 mois. Le cœur empli de rêves, le doigt orné d'un diamant valant plus qu'une vie de salaire. Son mari, Christophe de Montfort, un nom synonyme de pouvoir, de luxe, doté du don de Midas. Mais que se passe-t-il lorsque ce don se transforme en glace? Lorsque les vœux prononcés dans une cathédrale baignée de soleil sont brisés dans le silence glacial des quartiers des domestiques. Voici l'histoire d'une épouse, d'une future mère rejetée pour une conquête plus récente et plus brillante. Voici l'histoire de la façon dont un hôtel particulier au faubourg Saint-Germain est devenu une prison et la chambre de maître un territoire interdit. Préparez-vous, car la descente commence maintenant. Léa caressa la courbe de son ventre arrondi, un tendre sourire effleurant ses lèvres. Le soleil de la fin d'après-midi filtrait à travers les immenses baies vitrées de leur hôtel particulier surplombant le jardin du Palais Royal, jetant une lueur dorée sur tout ce qu'il touchait. La vie avait été ainsi, dorée et parfaite, pendant les 3 années où elle avait été mariée à Christophe de Montfort, fondateur et PDG d'Égide Capital, une société mondiale de capital investissement dont le nom était murmuré avec révérence dans les cercles financiers. Leur vie était un tourbillon de galas de charité où Léa portait des robes sur mesure qui coûtaient plus cher que la maison de son enfance, de voyages spontanés vers leur villa sur le lac de Caume, de Christophe la comblant d'affection et de cadeaux qui faisaient soupirer d'envie ses amis. Le dernier en date, un délicat collier de diamants de la place Vendôme pour leur anniversaire, reposait toujours dans son écrin de velours, témoignage de son adoration supposée. La grossesse était censée être la cerise sur le gâteau de leur vie parfaite. Christophe avait semblé extatique, son rire tonitruant résonnant dans leur demeure opulente alors qu'il l'avait soulevée, la faisant tournoyer lorsqu'elle avait partagé la nouvelle. Il avait parlé avec animation de l'héritage de la chambre d'enfant, d'une dynastie. Le changement fut d'abord subtil, presque imperceptible. Un voyage d'affaires prolongé d'1 jour, puis de 2. Des appels téléphoniques qui devinrent légèrement plus courts, son attention semblant ailleurs. Léa, hormonale et sensible, l'avait initialement mis sur le compte des pressions de son empire. Il était Christophe de Montfort, après tout. Le monde ne s'arrêtait pas pour une paternité imminente. Mais ensuite vinrent les rendez-vous manqués chez l'obstétricien. La première fois, une crise au conseil d'administration, la deuxième, un appel international inévitable, la troisième, un bref message textuel. Un imprévu. Repousse. Il n'avait même pas pris la peine de trouver une excuse cette fois-là. Un froid avait commencé à s'infiltrer dans la lueur dorée, une minuscule fissure apparaissant dans la façade sans défaut de leur mariage. Léa avait essayé de lui parler, sa voix douce et interrogative. « Christophe, tout va bien ? Tu sembles distant. » Il avait balayé l'air d'un revers de main, sans même lever les yeux de son téléphone qui vibrait constamment. « Juste occupé, Léa. Tu sais comment c'est. Cette expansion d'Égide en Asie m'épuise. » Le véritable coup de grâce arriva une semaine plus tard. Christophe était encore rentré tard. Léa avait veillé, gardant au chaud une assiette de ses pâtes préférées, le cœur serré par l'anxiété. Il était entré au cœur de la nuit, exhalant l'odeur discrète d'un parfum qu'elle ne reconnaissait pas. Quelque chose de musqué et de chair, complètement différent de ses propres parfums floraux et légers. « Christophe, il faut qu'on parle », avait-elle dit, la voix légèrement tremblante. Il avait soupiré, passant une main dans ses cheveux sombres parfaitement coiffés. « Léa, je suis épuisé. »« Cela peut-il attendre ? » ?»« Non, ça ne peut pas, » insista-t-elle en tenant bon, sa main se posant instinctivement sur son ventre. « Tu as été différent, et ce parfum. » Il la regarda enfin, puis ses yeux, d'habitude si chaleureux et plissés au coin quand il souriait, étaient maintenant froids, presque évaluateurs. « Quel parfum ? » ?»« Le parfum, Christophe, ce n'est pas le mien. » Un instant de silence, puis, j'étais à un événement de réseautage plein de monde. Ne sois pas ridicule. Le soir suivant, il lâcha la bombe. Il la trouva dans la suite parentale, préparant un petit sac pour un week-end prévu en amoureux, un voyage qu'il n'avait visiblement plus l'intention de faire. « Léa, commença-t-il, sa voix dénuée de sa chaleur habituelle, remplacée par une autorité glaciale et calme. « Nous allons devoir procéder à quelques aménagements ici. » Elle leva les yeux, confuse. « Des aménagements ? Quel genre d'aménagements ? » ?»« Des dispositions de vie, principalement. » Il fit un geste vague autour de la majestueuse chambre de maître avec son lit king size, ses dressings plus grands que la plupart des appartements parisiens et sa salle de bain attenante revêtue de marbre italien.
J'ai besoin de cet espace. Tu as besoin de cet espace? Répéta-t-elle, un rire d'incrédulité lui échappant. Mon chéri, nous partageons cet espace. De quoi parles-tu? Non, Léa, dit-il, le regard implacable et dur. Dès à présent, je récupère cet espace pour moi-même, et pour une invitée qui va y séjourner. Son sang se glaça. Le passage brutal du tu d'intimité au vous de distance la frappa comme un fouet. Une invitée? Quelle invitée, Christophe? Je suis enceinte de 7 mois. Nous étions censés partir en week-end. Les plans changent, déclara-t-il platement. Le week-end est annulé, et vous serez plus à l'aise ailleurs dans l'appartement. Ailleurs, Christophe? C'est notre chambre. La panique commençait à lui serrer la gorge. Il se dirigea vers la fenêtre, contemplant le paysage urbain scintillant. J'ai demandé à Jacqueline de préparer la chambre au bout du couloir du personnel, la mansarde sous les toits de Passy. C'est parfaitement adéquat. Léa sentit le monde basculer. La mansarde. La petite pièce étouffante près de l'entrée de service, à peine assez grande pour un lit simple et une minuscule commode. La pièce qui n'avait pas été utilisée depuis des années, sauf pour le stockage. La mansarde, murmura-t-elle, la voix brisée. Vous voulez que moi, votre femme enceinte, je dorme dans la chambre de bonne? C'est calme là-bas. Vous vous reposerez amplement, dit-il sans toujours la regarder. Et ce sera mieux pour tout le monde ainsi. Mieux pour qui, Christophe? Des larmes montèrent à ses yeux, brouillant la vue de sa silhouette imposante. Qui est cet invité qui justifie que je sois jeté hors de mon propre lit? De ma propre chambre? Il se retourna enfin, l'expression illisible, mais ses yeux contenaient une lueur de cruauté. Son nom est Nathalie, et elle préfère la suite de maître. Le nom flotta dans l'air, lourd et étouffant. Nathalie, la propriétaire du parfum musqué. La raison des nuits tardives, des rendez-vous manqués, de la distance glaciale. Léa trébucha en arrière, portant la main à sa bouche, un sanglot lui échappant. Vous avez une liaison. Ce n'était pas une question. Christophe ne le nia pas. Il haussa simplement les épaules, un geste d'une indifférence si profonde qu'il blessa Léa plus qu'un démenti colérique n'aurait pu le faire. Les choses ont été difficiles entre nous, Léa. Vous avez été si concentrée sur le bébé. Nous nous sommes éloignés. Éloignés. Pleura-t-elle, les larmes coulant maintenant librement. Je porte votre enfant, Christophe. Notre enfant. Comment pouvez-vous faire ça? Et avec qui? Nathalie Moreau, dit-il, le nom roulant sur sa langue avec une aisance exaspérante. C'est une créatrice, très talentueuse. Vous la rencontrerez bien assez tôt. La rencontrer. Léa sentit un rire hystérique monter. Vous vous attendez à ce que je rencontre la femme pour laquelle vous me jetez dehors pendant que je dors dans une chambre de domestique? C'est pour le mieux, Léa, répéta-t-il d'une voix ferme. Considérez cela comme un arrangement temporaire jusqu'à ce que vous soyez installé ailleurs. Installé ailleurs. L'implication la frappa comme un coup physique. Il ne la déplaçait pas seulement dans une autre pièce. Il la chassait de sa vie. Avant qu'elle ne puisse dire un mot de plus, avant qu'elle ne puisse crier ou s'effondrer complètement, il se retourna et sortit, la laissant seule dans la prison opulente qu'était soudainement devenue leur chambre. L'écrin quartier sur sa commode semblait se moquer d'elle, son contenu brillant ressemblant maintenant à l'or des fous. La lueur dorée avait disparu, remplacée par des ténèbres étouffantes. Sa vie parfaite ne s'était pas seulement fissurée, elle s'était brisée en 1 million de morceaux irréparables. Et alors que la porte se refermait derrière Christophe, Léa sut qu'elle n'était pas seulement reléguée à la mansarde. Elle était reléguée dans les coins oubliés de son monde, tandis qu'une autre femme se préparait à prendre sa place sous les projecteurs de son affection. Le règne de la maîtresse était sur le point de commencer. Les heures qui suivirent se passèrent dans un brouillard d'incrédulité engourdie et de chagrin déchirant pour Léa. Jacqueline, leur gouvernante depuis 10 ans, une femme aux yeux bons et à l'attitude d'ordinaire stoïque, avait les larmes aux yeux alors qu'elle aidait silencieusement Léa à déplacer quelques affaires essentielles dans l'étroite mansarde. C'était un espace nu et triste, peint d'un beige terne, avec une seule fenêtre étroite donnant sur une cour intérieure en briques. Le lit était petit, le matelas fin, à des années-lumière du confort sur mesure de la suite parentale. Jacqueline, avait murmuré Léa, la voix rauque à cause des larmes retenues. Comment a-t-il pu?
La gouvernante lui avait simplement serré le bras, son expression mêlant pitié et colère. « Monsieur de Montfort, il a changé, madame. Cette nouvelle femme. » Elle laissa sa phrase en suspens, secouant la tête. Nathalie Moreau arriva le lendemain après-midi. Léa entendit l'agitation depuis sa minuscule chambre, le ton impatient dans la voix de Christophe, le rire musical et confiant d'une femme, le cliquetis distinct des talons coûteux sur le marbre de leur vestibule. La curiosité, d'une nature douloureuse et autodestructrice, poussa Léa à jeter un œil. Elle entrebâilla sa porte juste assez pour voir. Nathalie était une apparition, si l'on appréciait le genre. Grande, statuesque, avec des cheveux d'un roux ardent cascadant dans son dos et des yeux couleur émeraude. Elle était drapée dans ce qui ressemblait à un tailleur Chanel flambant neuf, un grand sac Birkin d'Hermès se balançant nonchalamment à son bras. Elle inspecta le grand salon avec un air d'évaluation de propriétaire, une reine inspectant son nouveau domaine. Christophe était aux petits soins pour elle, son bras posé de manière possessive autour de sa taille, rayonnant comme s'il venait d'acquérir le plus rare des trésors. « Et ceci, ma chère Nathalie, n'est que le début, entendit Léa dire Christophe. La ville est à nous. » Nathalie rit, un son rauque et confiant. « Oh, Christophe, tu me gâtes tellement. » Elle l'embrassa, un long baiser passionné là, dans le couloir, se moquant éperdument de qui pourrait les voir. Léa recula comme si elle s'était brûlée, refermant silencieusement sa porte, le cœur lourd comme du plomb dans sa poitrine. Ce n'était pas seulement une liaison. C'était une prise de contrôle totale. Christophe n'était pas seulement infidèle. Il s'en délectait, l'étalait au grand jour. Les jours qui suivirent furent un enfer vivant. Léa se confinait principalement dans sa petite chambre. Les sons des rires de Nathalie et des prévenances de Christophe étaient un rappel constant et angoissant de son éviction. L'arôme du parfum fort et musqué de Nathalie semblait imprégner tout l'appartement, une odeur qui donnait maintenant à Léa la nausée. Nathalie ne faisait aucun effort pour être discrète ou aimable. Lors des rares occasions où Léa devait s'aventurer dans la cuisine pour chercher de la nourriture ou récupérer quelque chose qu'elle avait oublié, Nathalie la toisait de haut en bas avec un sourire narquois, les yeux brillants d'une méchanceté triomphante. Un matin, alors que Léa se préparait un simple toast dans la cuisine, Nathalie entra nonchalamment, vêtue d'une des robes de chambre en soie de Christophe, sortant visiblement tout juste de la chambre de maître. « Oh, vous êtes encore là ?» dit Nathalie, le vouvoiement dégoulinant d'une fausse surprise. Elle ouvrit le réfrigérateur, en sortant une brique de jus d'orange frais. « Christophe m'a dit que vous prendriez bientôt d'autres dispositions. » La main de Léa se crispa sur sa tasse. « C'est chez moi, Nathalie. » Nathalie se versa un verre de jus, prenant une lente gorgée. « C'était chez vous, très cher. Les choses changent. Christophe a besoin d'une partenaire qui puisse le suivre. Quelqu'un de vibrant, de passionnant, pas quelqu'un d'embourbé. » Ses yeux se posèrent de manière pointue sur le ventre de femme enceinte de Léa. La cruauté de la remarque coupa le souffle de Léa. Être enceinte ne signifie pas que je suis embourbée. Je porte son enfant. Nathalie haussa les épaules. Les hommes comme Christophe aiment l'idée d'avoir des enfants, l'héritage. Le processus réel, les pleurs, les couches, les nuits sans sommeil. C'est beaucoup moins glamour. Il a besoin d'une femme qui soit concentrée sur lui. Elle passa un doigt parfaitement manucuré sur le col de la robe en soie. Et je suis très, très concentré sur lui. L'humiliation était une compagne constante. Léa les entendait recevoir des invités le soir, les rires et la musique s'échappant des pièces à vivre principales tandis qu'elle était assise seule dans sa minuscule chambre, les battements rythmiques des basses étant une cruelle parodie des battements affolés de son propre cœur. Elle apprit que Nathalie avait déjà commencé à redécorer, consultant des designers, apportant des changements à la maison de Léa comme si elle y vivait depuis des années. Elle avait même entendu Nathalie au téléphone discuter des plans pour sa propre fête prénatale, bien qu'elle ne fût pas enceinte. C'était une pique calculée, destinée à effacer encore plus la présence de Léa. Un après-midi, désespérée de prendre l'air et de s'échapper brièvement, Léa décida d'aller se promener. En sortant, elle vit qu'une nouvelle œuvre d'art était accrochée dans le vestibule, une peinture abstraite et audacieuse qui n'était résolument pas à son goût, mais très en phase avec l'esthétique froide et moderne que Nathalie semblait privilégier. Pire encore, elle avait remplacé un tableau de paysage chéri que Christophe avait acheté pour Léa lors de leur premier anniversaire. Plus tard dans la journée, elle vit Nathalie porter le collier de diamants que Christophe avait offert à Léa. Il était attaché autour du cou gracile de Nathalie,
scintillant d'un air moqueur. Léa ressentit une vague de rage, un sentiment si intense qu'il faillit l'étouffer. Elle confronta Christophe ce soir-là, le coinçant alors qu'il s'apprêtait à entrer dans la suite parentale. Leur chambre de maître, désormais le domaine exclusif de Christophe et Nathalie. « Comment avez-vous pu » exigea-t-elle, la voix tremblante. « Ce tableau était spécial pour moi, et ce collier. Vous me l'avez offert. » Christophe eut l'air irrité. « Léa, ne faites pas de scène. Ce n'est qu'un tableau. » Et Nathalie admirait le collier, alors je lui ai prêté. « Où est le problème ? Où est le problème ?» La voix de Léa monta dangereusement, frôlant le cri. « Le problème, c'est que vous m'effacez systématiquement de ma propre vie, de notre mariage. Vous lui donnez mes cadeaux. Vous remplacez nos souvenirs. Vous l'affichez sous mon nez pendant que je suis enceinte de votre enfant et que je dors dans un misérable placard. » Nathalie apparut à la porte, un sourire suffisant sur le visage. « Nous faisons une petite crise de colère ? Les hormones de grossesse peuvent être si disgracieuses. » « Cela n'a rien à voir avec vous, » trancha Léa en se tournant vers elle. « Oh, je pense que cela a tout à voir avec moi, très cher, » ronronna Nathalie en s'avançant et en glissant son bras sous celui de Christophe. « Après tout, c'est moi qu'il veut maintenant. » Elle posa sa tête sur l'épaule de Christophe. « N'est-ce pas, mon amour ?» Christophe ne regarda pas Léa. Il hocha simplement la tête, le regard fixé sur Nathalie. « Léa, vous êtes hystérique. Nathalie est mon invitée. Vous la traiterez avec respect, ou vous trouverez vos conditions de vie encore moins confortables. » La menace flottait dans l'air. Moins confortable que la mansarde ? Qu'est-ce que cela signifiait ? Allait-il la jeter à la rue ? Vaincue, le cœur brisé et totalement humiliée, Léa battit en retraite. Alors qu'elle retournait vers ses quartiers exigus, elle entendit le rire triomphant de Nathalie résonner derrière elle. Le sommeil fut insaisissable cette nuit-là. Le matelas fin n'offrait aucun confort, et son esprit s'emballait. Comment cela était-il arrivé ? Comment l'homme qui avait juré de l'aimer et de la chérir était-il devenu cet étranger froid et cruel ? Elle pensa à ses parents, tous deux disparus maintenant, et à quel point ils avaient adoré Christophe, croyant qu'il était le prince qui prendrait soin de leur fille. Elle pensa à son enfant à naître, et une nouvelle détermination féroce commença à couver sous les cendres de son désespoir. Elle ne pouvait pas les laisser gagner. Elle ne pouvait pas laisser Nathalie et Christophe la détruire complètement. Elle devait trouver un moyen de riposter. Pas seulement pour elle-même, mais pour son bébé. La reine usurpatrice portait peut-être ses bijoux et dormait dans son lit, mais Léa savait une chose. C'était loin d'être fini. Elle était peut-être à terre, mais elle n'était pas vaincue. La mansarde était peut-être sa prison pour l'instant, mais elle ne la laisserait pas devenir son tombeau. Les semaines se transformèrent en un mois misérable. Léa développa une routine née de la nécessité et de l'instinct de conservation. Elle se réveillait tôt, bien avant que Christophe et Nathalie ne se lèvent, pour utiliser la cuisine principale et se préparer des repas simples qu'elle mangeait dans la solitude de sa chambre. Elle synchronisait ses brèves sorties pour prendre l'air avec les moments où elle savait qu'il serait absent. Le vaste hôtel particulier, autrefois symbole de sa vie de conte de fées, ressemblait maintenant à un champ de mines. Chaque espace partagé était lourd de la menace d'une rencontre douloureuse. L'isolement était profond. Ses amis, initialement compatissants, prenaient leur distance. Christophe, soupçonnait elle, leur avait servi un récit, peut-être celui d'une femme instable, hormonale, difficile. Il était un maître manipulateur, après tout. Il ne voulait pas que sa réputation immaculée soit ternie. Un soir, poussée par un besoin désespéré d'un semblant de normalité, Léa appela sa jeune sœur Claire, une avocate pragmatique. Elle avait hésité à accabler Claire, mais le poids de sa situation devenait insupportable. « Léa, tu as l'air d'aller mal. Qu'est-ce qui ne va pas ?» La voix inquiète de Claire fut un baume pour les nerfs à vif de Léa. Avec hésitation d'abord, puis dans un flot d'émotions refoulées, Léa déversa toute la sordide histoire. La cruauté de Christophe. La présence de Nathalie, l'humiliation de la mansarde, le collier volé, la peur pour son avenir et celui de son bébé. Il y eut un silence stupéfait à l'autre bout du fil. Puis la voix de Claire, tranchante de colère. Ce salopard absolu. Et cette femme. Léa, tu ne peux pas rester là. Il faut que tu partes. Partir, murmura Léa.
Et pour aller où, Claire? Je n'ai nulle part où aller. Tout mon argent est lié à celui de Christophe, nos comptes joints. Il contrôle tout. Et le contrat de mariage? Elle s'étrangla sur le mot. Ils en avaient signé un, bien sûr. Les avocats de Christophe avaient insisté. Cela avait semblé n'être qu'une formalité à l'époque, un détail dans la grande tapisserie de leur amour. Maintenant, cela ressemblait à une corde au cou. Les contrats de mariage peuvent être contestés, Léa, surtout sous la contrainte, ou s'il y a des biens dissimulés, ou dans des cas de cruauté flagrante et d'infidélité conduisant à la rupture du mariage, particulièrement avec un enfant impliqué. Quelles en étaient les clauses? L'esprit de Léa vacilla. Je ne me souviens même pas des détails. C'était tellement écrasant. Christophe a dit que c'était standard, juste pour protéger les actifs initiaux d'Égide. Son père y tenait absolument. Standard pour qui, Léa? Pour lui? Claire soupira. D'accord, chaque chose en son temps. Tu as besoin d'une copie de ce contrat de mariage, et tu as besoin d'un bon avocat, quelqu'un qui se spécialise dans les divorces de la grande bourgeoisie, quelqu'un qui ne se laissera pas intimider par Christophe de Montfort. Une graine de résolution commença à germer dans l'esprit de Léa. Un avocat, un combat. Cela semblait intimidant, presque impossible, mais c'était mieux que d'accepter passivement son sort. Je ne sais pas comment je vais obtenir une copie, dit Léa, la voix lourde de défaite. Christophe garde tous les documents importants dans le coffre-fort de son bureau d'apparat. Je n'ai pas le code. Nous trouverons une solution, dit fermement Claire. En attendant, documente tout. Les dates, les heures, les cas spécifiques de cruauté, le comportement de Nathalie. Tiens un journal. Prends des photos si tu peux le faire discrètement. Tout ce qui peut être utilisé comme preuve. L'appel avec Claire, bien que donnant à réfléchir, alluma une étincelle. Léa n'était pas entièrement seule. Sa plus grande et plus inattendue alliée prit les traits de Jacqueline. La gouvernante, maintenant extérieurement sa déférence professionnelle envers Christophe et la nouvelle maîtresse, trouvait des moyens subtils de soutenir Léa. Une couverture supplémentaire apparaissait sur le lit de Léa lors d'une nuit froide. Une petite assiette de biscuits fraîchement cuits, les préférés de Léa, était laissée devant sa porte. Parfois, un simple regard partagé de compréhension et de sympathie suffisait à remonter le moral de Léa. Un après-midi, alors que Christophe et Nathalie étaient sortis pour un long déjeuner, Nathalie avait bruyamment annoncé qu'il fêtait une nouvelle acquisition dans un restaurant exclusif mentionné dans les pages mondaines. Jacqueline frappa doucement à la porte de Léa. « Madame Léa, dit-elle d'une voix basse. Puis-je entrer » Léa hocha la tête, surprise. Jacqueline la cherchait rarement directement. La femme plus âgée entra, balayant la minuscule pièce du regard avec un froncement de sourcils. « Cet endroit n'est pas pour vous, mon enfant. Surtout pas maintenant. » Elle fit un geste vers le ventre proéminent de Léa. « Je sais, Jacqueline, dit tristement Léa. Mais monsieur de Montfort. Monsieur de Montfort n'est plus l'homme qu'il était, dit Jacqueline, les lèvres pincées. Cette Nathalie, elle a une emprise sur lui. Mais il est aussi insensé et cruel. Elle fit une pause, puis sembla prendre une décision. Je les ai entendus parler du contrat de mariage. Le cœur de Léa fit un bond. Qu'ont-ils dit? Mademoiselle Moreau posait des questions à ce sujet. Elle semblait très intéressée par la somme que vous obtiendriez si vous partiez. Monsieur Harry. Il a dit pratiquement rien. Son père s'en était assuré. Elle aura de la chance d'obtenir une petite pension pour la faire taire. L'estomac de Léa se retourna. C'était donc ça. Il pensait l'avoir complètement piégée. Mais ensuite, ajouta Jacqueline, je me souviens aussi de quelque chose, Madame Léa, de l'époque de votre mariage. Votre père, Dieu ait son âme. C'était un homme d'affaires avisé. Il est venu ici une fois avant le mariage pour rencontrer monsieur et ses avocats au sujet de ce contrat. Il était très à cheval sur certaines clauses. Léa fronça les sourcils. Son père, un homme d'affaires prospère à part entière avant son décès 2 ans plus tôt, avait en effet été protecteur. Quelle clause? Je n'en connais pas les détails, madame. Je n'ai entendu que des bribes, mais votre père était insistant. Il a dit quelque chose au sujet de dispositions en cas d'infidélité et de protection pour la progéniture future, quel que soit le statut marital au moment de la naissance.
Il leur a fait réécrire des parties. Monsieur était agacé, mais votre père n'a pas cédé. Léa regarda Jacqueline, un espoir fou fleurissant dans sa poitrine. Était-ce possible? Son père, depuis l'au-delà, lui avait-il fourni un bouclier dont elle ignorait l'existence? Les documents, continua Jacqueline en baissant encore la voix. Monsieur les garde dans le coffre-fort de son bureau. Le code. Je l'ai vu le taper une fois alors qu'il pensait que personne ne regardait. Il était distrait au téléphone avec elle. Elle griffonna une séquence de chiffres sur un petit morceau de papier qu'elle tira de la poche de son tablier. C'est sa date de naissance à l'envers, suivie de l'année de fondation d'Égide. La main de Léa tremblait alors qu'elle prenait le papier. Jacqueline, je ne sais pas comment vous remercier. C'est. Battez-vous pour vous-même et pour ce bébé, Madame Léa, dit la gouvernante, le regard féroce. Cet homme et cette femme, ils pensent qu'ils peuvent vous jeter comme la gazette d'hier. Montrez-leur qu'ils ont tort. Elle jeta un coup d'œil nerveux vers le couloir. Je dois y aller. Il pourrait revenir à tout moment. Après le départ de Jacqueline, Léa fixa les chiffres sur le papier. L'anniversaire de Christophe à l'envers et l'année de fondation de son entreprise. C'était un pari. Si elle était surprise en train d'essayer d'accéder au coffre, la colère de Christophe serait terrible. Mais la pensée de la prévoyance de son père, d'une bouée de sauvetage potentielle cachée dans ce redoutable contrat, lui donna du courage. Elle attendit d'être certaine que Christophe et Nathalie étaient sortis pour la soirée. Elle avait entendu la voix forte de Nathalie discuter d'une réservation tardive dans un prestigieux restaurant étoilé que Christophe fréquentait souvent pour les affaires. L'appartement devint silencieux, son cœur tambouriné contre ses côtes alors qu'elle se glissait dans le couloir silencieux jusqu'au bureau de Christophe. La lourde porte en chêne n'était pas verrouillée. Elle se glissa à l'intérieur, ses yeux s'habituant à la faible lumière filtrant de la ville. Le grand bureau en acajou trônait au centre, et derrière lui, encastré dans le mur, se trouvait la porte métallique et lisse du coffre-fort. Avec des doigts tremblants, elle tapa les numéros que Jacqueline lui avait donnés. Un léger déclic, et la lourde porte s'ouvrit. Là, parmi des piles de documents d'entreprise et de certificats d'action, se trouvait une épaisse enveloppe en vélin simplement marquée « Contrat de mariage ». Ses mains tremblaient tellement qu'elle pouvait à peine la saisir. Elle la sortit, le souffle court. C'était ça. Le document qui, selon Christophe, garantissait son insignifiance, sa pauvreté, sa défaite. Serrant l'enveloppe, elle se précipita vers sa chambre. Son esprit était un tourbillon de peur et d'anticipation. Elle devait savoir ce qu'il disait. Elle devait savoir si son père l'avait vraiment armée pour cette bataille. Assise sur son lit étroit, avec pour seul bruit le bourdonnement lointain de la ville, Léa prit une profonde inspiration et commença à lire. Le sort de son avenir et de celui de son enfant reposait entre ses pages. Le jargon juridique était dense, intimidant. Léa lut lentement, son doigt traçant chaque ligne. Une grande partie était, comme Christophe l'avait probablement décrit, des protections pour ses actifs préexistants, les actions de la société, les propriétés qu'il possédait avant leur mariage. Un nœud de désespoir se serra dans son estomac. Mais ensuite, elle atteignit l'annexe B, section 3. Disposition en cas de faute conjugale. Son souffle se coupa. L'œuvre de son père, sans aucun doute. Il stipulait qu'en cas d'infidélité prouvée par l'une des parties entraînant la rupture du mariage, certaines clauses limitant la pension alimentaire et le partage des biens seraient frappées de nullité. De plus, il déclarait explicitement que toute progéniture de l'union serait pourvue par le biais d'un fonds de fiducie financé à un pourcentage significatif du revenu annuel de la partie fautive, indépendamment du remariage du parent gardien ou de sa situation financière. Des larmes piquèrent les yeux de Léa. Des larmes de soulagement, de gratitude pour l'amour et la prévoyance de son père. Christophe pensait détenir toutes les cartes, mais il avait tort. Sa liaison flagrante et affichée avec Nathalie n'était pas seulement une défaillance morale. C'était une rupture de contrat. Mais il y avait une condition. L'infidélité prouvée. Sa parole contre la sienne ne suffirait pas. Christophe était puissant, bien connecté. Il pouvait et allait tout nier. L'affaire passait pour délirante. Elle avait besoin de preuves concrètes. Les mots de sa sœur Claire résonnèrent dans son esprit. Documente tout. Au cours des semaines suivantes, Léa devint un fantôme dans sa propre maison, une observatrice. Armée des connaissances du contrat de mariage et des conseils de Claire,
elle commença à rassembler son arsenal. Elle utilisa son téléphone discrètement, capturant des photos des affaires de Nathalie éparpillées de manière possessive dans la suite parentale lorsque la porte était négligemment laissée entr'ouverte. Elle enregistra des bribes de conversation, Nathalie se vantant auprès d'une amie sur haut-parleur des cadeaux somptueux dont Christophe la comblait. Christophe rejetant froidement les inquiétudes de Léa concernant ses prochains rendez-vous chez l'obstétricien, auquel il refusait toujours d'assister avec elle. Elle commença également à prêter plus d'attention aux affaires de Christophe, ou plutôt aux parties dans lesquelles Nathalie était maintenant impliquée. Nathalie, la créatrice, semblait avoir son mot à dire dans de nombreuses affaires d'égide. Léa les surprit en train de discuter de comptes offshore pour un projet spécial que Nathalie dirigeait. Quelque chose à propos d'un développement exclusif dans le domaine de Murtoli ou à Saint-Tropez. Cela semblait vague, et Christophe, d'habitude si méticuleux, semblait approuver aveuglément les demandes de budget extravagantes de Nathalie sans grand examen. Une alarme retentit dans l'esprit de Léa. Jacqueline continuait d'être son alliée silencieuse et vigilante. Un jour, alors que Christophe et Nathalie étaient sortis, la gouvernante laissa accidentellement une corbeille à papier du bureau de Christophe devant la porte de Léa, marmonnant quelque chose comme « J'ai confondu les poubelles ». À l'intérieur, parmi les papiers jetés, Léa trouva des reçus froissés, des factures exorbitantes de boutiques de luxe pour des vêtements pour femmes et des bijoux, dont aucun n'avait été reçu par Léa. Et des réservations pour des dîners romantiques pour deux dans des endroits où Christophe ne l'avait pas emmené depuis des années. Un reçu d'un joaillier de la place Vendôme, connu pour ses pièces discrètes sur mesure, concernait un pendentif en rubis coûtant des dizaines de milliers d'euros. Léa ne l'avait certainement jamais vu. C'était de nouvelles munitions. Claire, pendant ce temps, lui avait trouvé une avocate, une femme brillante et tenace nommée Maître Sarah Chen, connue pour gérer des divorces litigieux. Contre des hommes puissants. Leur première rencontre fut clandestine, dans un petit café à des kilomètres de son quartier. Léa, dissimulée sous une robe simple, des lunettes de soleil et un foulard, se sentait comme une espionne dans un thriller. Sarah écouta attentivement alors que Léa racontait son histoire, ses yeux perçants et évaluateurs pendant qu'elle examinait la copie du contrat de mariage et les preuves que Léa avait rassemblées jusqu'à présent. « C'est excellent, Léa, » dit Sarah en tapotant le contrat. « Votre père était un homme intelligent. La clause d'infidélité est notre levier. Les preuves que vous avez collectées constituent un bon début, mais Christophe de Montfort est un requin. Il aura une équipe d'avocats impitoyable. Il nous faut quelque chose de plus, quelque chose d'irréfutable. »« Que puis-je faire d'autre ?» demanda Léa, ressentant une nouvelle vague d'anxiété. Sa grossesse était très avancée maintenant, ses mouvements devenaient plus lourds, son niveau d'énergie fluctuait énormément. « Nathalie, » dit Sarah, « elle est la clé. Si elle est aussi arrogante et indiscrète que vous le dites, elle pourrait être notre meilleure source de preuves irréfutables. Et ses comptes offshore et projets spéciaux. C'est intéressant. Les hommes comme Christophe deviennent souvent négligents lorsqu'ils sont infatués. Il pourrait y avoir des irrégularités financières. Nous pouvons exploiter quelque chose qui pourrait nous donner un moyen de pression au-delà de l'infidélité. Léa pensa à Nathalie, à sa confiance suffisante, à son mépris flagrant pour les sentiments de Léa. Peut-être que Sarah avait raison. L'arrogance de Nathalie pourrait causer sa perte. L'opportunité se présenta quelques jours plus tard. Nathalie organisait une petite réunion impromptue pour certains de ses nouveaux amis, des arrivistes tape à accent grave-l'œil que Léa n'avait jamais vus auparavant. Christophe était parti pour un court voyage d'affaires urgent à Zurich. Léa, confinée dans sa chambre, pouvait entendre leur bavardage bruyant et leur rire. Poussée par une impulsion soudaine et un espoir désespéré, Léa se souvint d'un vieil écoute-bébé qu'elle avait rangé. Son récepteur était dans sa chambre. Si elle pouvait d'une manière ou d'une autre placer l'unité émettrice dans le salon, près de l'endroit où se trouvaient Nathalie et ses amis. C'était risqué, mais la récompense potentielle était trop grande. Sachant que Nathalie et ses invités étaient occupés avec des cocktails et des commérages, Léa se faufila dehors. L'unité de rechange de l'écoute-bébé était petite. Elle se glissa dans la pièce à vivre principale, le cœur battant à tout rompre. Nathalie et ses amis étaient sur la terrasse, le dos tourné à la pièce. Avec des mains tremblantes, Léa plaça discrètement l'émetteur derrière une grande plante en pot près des portes ouvertes de la terrasse, espérant que son microphone était suffisamment sensible.
Elle retourna dans sa chambre, alluma le récepteur et attendit. Au début, ce n'était que des bavardages futiles, la mode, les connaissances communes, les projets pour passer l'été dans le sud. Léa était sur le point d'abandonner lorsqu'elle entendit la voix de Nathalie, plus forte maintenant, plus proche de l'émetteur. « Christophe est complètement fou de moi », disait Nathalie, la voix légèrement pâteuse, sans doute à cause du champagne. « Il me donnerait tout ce que je demande. » Ce projet de développement ridicule au domaine de Murtoli. Il y a déjà englouti des millions, le tout sur un compte que je contrôle. Il pense que c'est pour l'expansion mondiale des Gide. Mais très cher, c'est mon pécule. Une fille doit bien veiller sur elle-même, n'est-ce pas? L'une de ses amies gloussa. Tu es un génie, Nathalie. Mais qu'en est-il de la femme? Celle qui est enceinte? Nathalie laissa échapper un rire méprisant. Oh, elle. Christophe dit que le contrat de mariage ne lui laisse pratiquement rien. Elle sera jetée à la rue bien assez tôt. Il attend juste le bon moment. Probablement après la naissance du bébé, pour ne pas passer pour un monstre absolu aux yeux de la presse. Il est obsédé par son image, vous savez. Mais honnêtement, qui s'en soucie? D'ici là, je l'aurai tellement ferré qu'il ne saura plus où donner de la tête. D'ailleurs, la voix de Nathalie baissa jusqu'à un murmure conspirateur, ce projet à Murtoli. Il est conçu pour saigner un peu Égide. Juste assez pour que je sois à l'abri pour la vie. Même si Christophe finit par retrouver la raison, il a signé toutes les autorisations de transfert lui-même. Si confiant. Le sang de Léa se glaça. Nathalie n'était pas seulement une maîtresse. C'était une escroc qui escroquait systématiquement Christophe en utilisant son engouement contre lui. Et Christophe, aveuglé par cette femme, marchait potentiellement vers la ruine financière, ou du moins une perte significative, tout en traitant Léa avec un tel mépris. Elle chercha son téléphone en tâtonnant, les mains tremblantes, et appuya sur le bouton d'enregistrement de l'application dictaphone, le tenant près du haut-parleur de l'écoute bébé. Elle captura le monologue accablant de Nathalie, son aveu désinvolte de fraude, son dédain total pour Léa comme pour Christophe. C'était ça. C'était plus qu'une simple preuve d'infidélité. C'était la preuve d'une activité criminelle. Nathalie, dans son arrogance, avait remis à Léa l'arme dont elle avait besoin, non seulement pour assurer son propre avenir et celui de son enfant, mais potentiellement pour démasquer Nathalie et révéler la vipère qu'elle était vraiment. La question était maintenant de savoir comment l'utiliser. Et que ferait Christophe lorsqu'il découvrirait que la femme pour laquelle il avait jeté sa femme enceinte le prenait pour un imbécile? La toile enchevêtrée de tromperie était bien plus complexe que Léa ne l'avait jamais imaginé. Armée des aveux enregistrés de Nathalie, Léa ressentit une poussée de pouvoir qu'elle n'avait pas éprouvée depuis des mois. Elle envoya immédiatement le fichier audio à Sarah Chen, son avocate. La réaction de Sarah fut rapide et décisive. « C'est de la dynamite, Léa », dit Sarah au téléphone, la voix tendue par l'excitation. Il ne s'agit plus seulement d'infidélité maintenant. Il s'agit d'un potentiel détournement de fonds, d'une fraude. Nathalie Moreau n'est pas seulement une briseuse de ménage. C'est une criminelle. Et Christophe de Montfort est sa cible consentante, ou peut-être involontaire. Le risque en le disant directement à Christophe, avertit Sarah, c'est qu'il pourrait essayer de protéger Nathalie pour sauver la face, ou même vous accuser de fabriquer les preuves. Il est fier. Être pris pour un idiot, surtout par une femme, ne passera pas bien. Elles décidèrent d'abord d'une approche plus indirecte. Sarah suggéra d'engager un détective privé discret pour creuser plus profondément dans le passé de Nathalie Moreau et le projet du domaine de Murtoli. Si elle a déjà fait cela auparavant, ou si le projet est une imposture totale, nous aurons encore plus de poids, expliqua Sarah. Pendant ce temps, Léa devait continuer à jouer le rôle de la femme opprimée, un rôle qui devenait de plus en plus difficile à mesure que la date de son accouchement approchait et que sa juste colère grandissait. Nathalie, inconsciente, continuait son règne, devenant de plus en plus audacieuse de jour en jour. Elle commença à organiser de somptueux dîners en utilisant la porcelaine et le cristal de mariage de Léa, donnant des ordres au personnel de maison comme si elle était déjà Madame de Montfort. C'est une arnaqueuse professionnelle, Léa, rapporta Sarah, et Christophe est sa dernière victime.
Son vrai nom est Sophie Lefebvre. Nous avons assez pour l'enterrer. La question était de savoir quel impact cela aurait sur Christophe. Léa, malgré sa cruauté, ressentait un étrange pincement, pas exactement de la pitié, mais une sombre compréhension. Il avait été aveuglé, manipulé, tout comme elle l'avait été, bien que d'une manière différente. Son arrogance et sa fierté avaient fait de lui une proie facile pour un prédateur comme Sophie. Christophe revint de son voyage à Zurich, semblant de très bonne humeur, complètement inconscient de la tempête qui se préparait. Il était plus attentionné envers Nathalie que jamais, la choyant publiquement lors d'une vente aux enchères de charité à l'Opéra de Paris, un événement que Léa aidait autrefois à organiser. Léa vit des photos dans les colonnes mondaines le lendemain. Christophe avec son bras autour de Nathalie, tous deux rayonnants. Nathalie portait un nouveau collier de saphirs obscènement grand. La légende disait, Christophe de Montfort et sa superbe compagne, Nathalie Moreau, l'image du bonheur. Ce fut comme un coup de poignard dans le cœur de Léa, non pas parce qu'elle voulait récupérer Christophe, mais en raison de l'injustice flagrante de tout cela. Sarah conseilla la patience. Laissez-le creuser sa propre tombe un peu plus profondément avec elle. Plus il tombera dans le panneau de ses mensonges, plus la vérité aura d'impact. Mais Léa manquait de temps. Son bébé devait naître dans quelques semaines. Elle ne pouvait supporter l'idée d'amener son enfant dans cet environnement toxique. Une idée commença à germer dans l'esprit de Léa. Un plan risqué et dramatique pour démasquer Nathalie, non seulement aux yeux de Christophe, mais aussi aux yeux du monde auquel il tenait tant, son monde de la haute finance et de la position sociale. Léa approcha Jacqueline, sa plus fidèle alliée. « Jacqueline, commença-t-elle. J'ai besoin de votre aide pour quelque chose de peu conventionnel. » La gouvernante écouta, son expression devenant plus résolue au fur et à mesure que Léa exposait son plan. « Madame Léa, dit-elle quand Léa eut terminé, monsieur a jeté la honte sur cette maison. Cette femme est une vipère. Il est temps qu'ils fassent tous deux face aux conséquences. Je vais vous aider. » Le plan comportait 2 volets. Premièrement, Sarah Chen s'arrangerait pour qu'un tuyau anonyme soit transmis au directeur financier d'Égide, un homme connu pour son intégrité et sa loyauté envers l'entreprise elle-même plutôt qu'envers Christophe seul. Le tuyau contiendrait juste assez d'informations sur les irrégularités du projet de Murtoli pour déclencher un audit interne sans révéler l'implication de Léa ou de Sarah. Cela mettrait la pression sur Christophe de l'intérieur de sa propre entreprise. La deuxième partie du plan était beaucoup plus audacieuse. Léa avait l'intention de confronter Nathalie publiquement, mais pas dans un accès d'hystérie. Elle le ferait avec des faits froids et implacables, et peut-être un peu de mise en scène. Elle trouva aussi autre chose cachée dans un tiroir de la coiffeuse de Nathalie. Un petit journal intime relié en cuir. En le feuilletant, Léa vit des entrées détaillant le mépris de Nathalie pour Christophe, ses plans pour plumer le vieux fou, et son amusement face à la facilité avec laquelle il était manipulé. C'était une mine d'or des véritables intentions de Nathalie, écrites de sa propre main. Léa prit des photos des pages pertinentes du journal, soigneusement, en utilisant des gants fournis par Jacqueline, elle prit le pendentif en rubis. C'était une pièce cruciale de son plan. Elle prit également une paire de boucles d'oreilles bon marché et criardes dans la collection de Nathalie. La veille du gala de la haute finance, le directeur financier, ayant reçu le tuyau anonyme, lança discrètement un examen interne du projet de Murtoli. Des murmures commencèrent à circuler dans les hautes sphères d'Égide. Christophe, lorsqu'il en eut vent, fut furieux, rejetant l'affaire comme de l'espionnage industriel ou un malentendu. Il était trop aveuglé par Nathalie, trop investi dans sa vision pour voir la vérité. La nuit du gala arriva. Nathalie était radieuse, paradant dans sa robe de créateur, dégoulinante de diamants. Léa nota avec une sombre satisfaction que le pendentif en rubis n'en faisait pas partie ce soir. Christophe, bien que légèrement préoccupé par les remous internes chez Égide, était toujours l'escorte fière. Léa, vêtue d'une robe de maternité simple et élégante qu'elle avait commandée en ligne, attendit son heure. Elle n'assisterait pas au gala, bien sûr. Sa scène serait beaucoup plus proche de chez elle. Alors que Christophe et Nathalie s'apprêtaient à partir pour les salons privés du Grand Véfour, ressemblant à s'y méprendre au roi et à la reine de Paris,
Léa sortit de sa petite chambre et bloqua leur chemin dans le grand vestibule. « Vous allez quelque part ?» demanda Léa, la voix étonnamment calme et assurée. Christophe fronça les sourcils. « Léa, pas maintenant. Nous sommes en retard. » Nathalie eut un sourire narquois. « Toujours tapis dans l'ombre, n'est-ce pas? N'avez-vous pas du tricot à faire? » « En fait, Nathalie, » dit Léa en soutenant son regard, « j'ai un petit cadeau pour vous. Une surprise d'avant-gala. » Elle tendit une petite boîte cadeau bon marché. Nathalie parut méfiante mais intriguée. « Un cadeau de votre part? C'est inattendu. » Elle prit la boîte et l'ouvrit. À l'intérieur reposaient les boucles d'oreilles criardes que Léa avait prises. Le visage de Nathalie se tordit de dégoût. « Qu'est-ce que c'est que ces ordures? » « Oh, je suis désolée, » dit Léa, feignant l'innocence. « J'ai dû les confondre. Je croyais que c'étaient les vôtres. Elles ressemblent tellement aux autres acquisitions que vous avez faites. » Puis Léa leva le magnifique pendentif en rubis Van Cleef et Arpels, ses facettes attrapant la lumière du lustre, flamboyant comme une goutte de sang. « Peut-être avez-vous égaré ceci? Je l'ai trouvé dans votre boîte à bijoux. Il est exquis. Christophe a tellement de goût, n'est-ce pas? » Les yeux de Nathalie s'écarquillèrent de choc et de fureur. Elle reconnut le pendentif, mais avant qu'elle ne puisse parler, Léa se tourna vers Christophe. « Ce pendentif, Christophe, » dit Léa, la voix claire et forte, « est plutôt cher, n'est-ce pas? Des dizaines de milliers, si je me souviens bien du reçu. Un reçu que j'ai trouvé dans votre poubelle. Un cadeau pour Nathalie, je présume, payé avec les fonds de l'entreprise, peut-être, ou depuis le compte du projet de Murtoli. » Christophe fixa le pendentif, puis Nathalie, une lueur de doute apparaissant enfin dans ses yeux. « De quoi parlez-vous, Léa? » « Nathalie, qu'est-ce que c'est que ça? » Elle ment. « C'est une mégère jalouse et vindicative. » Hurla Nathalie, son sang-froid volant en éclats. « C'est mon pendentif. C'est vous qui me l'avez offert. » « Oh, je ne doute pas qu'il vous l'ait offert, » continua Léa doucement, brandissant son téléphone qui affichait une photo de la page du journal de Nathalie. « Tout comme il vous a donné accès au compte de l'entreprise pour votre station balnéaire fictive. » Plumez le vieux fou, je crois que c'était votre charmante expression dans votre journal intime, Sophie. L'utilisation du vrai prénom, Sophie, la fit visiblement tressaillir. La tête de Christophe pivota vers Nathalie, le visage s'assombrissant. « Sophie. Quel journal? De quoi parle-t-elle? » « Ce ne sont que des mensonges, Christophe. Elle essaie de nous détruire. » Nathalie tenta d'attraper le téléphone, mais Léa le mit hors de portée. « La vérité a une drôle de façon de refaire surface, n'est-ce pas? » dit Léa, le regard implacable. « L'audit interne chez Égide concernant votre paradis de Murtoli. Ce n'est que le début. Je me demande ce que les actionnaires penseront lorsqu'ils découvriront où l'argent de leurs investissements est réellement allé. Ou ce que les autorités penseront de vos petits comptes d'épargne, Sophie. » La scène que Léa laissa derrière elle dans le vestibule sombra dans le chaos. Christophe, le visage sombre comme un nuage d'orage, se tourna vers Nathalie, ou Sophie, alors que ce nom résonnait maintenant venimeusement dans son esprit. Sophie. Un journal? Murtoli? Que diable se passe-t-il? Rugit-il, sa voix d'habitude si contrôlée vibrant maintenant de fureur et d'une prise de conscience naissante et écœurante. Nathalie, dépouillée de son calme, sa façade soigneusement construite s'effondrant, tenta de bluffer. Elle est folle, Christophe. Jalouse. Elle invente tout ça pour nous séparer. Ce journal, ce pendentif, elle les a placés là. Elle a tout falsifié. Mais le ton calme et factuel de Léa, la mention de l'audit interne que Christophe savait très réel et qui lui causait d'immenses maux de tête, et l'extrême précision des accusations résonnèrent avec une clarté redoutable. Il se souvint de l'insistance de Nathalie pour contrôler les finances de Murtoli, de ses dépenses de plus en plus somptueuses, de sa façon désinvolte de balayer ses questions d'un sourire séducteur et d'un geste de la main. Il avait été un imbécile. Un idiot aveugle et arrogant. L'audit n'est pas une fiction, Nathalie, dit-il, la voix dangereusement basse.
Mon directeur financier m'en a parlé ce matin. Des millions manquent à l'appel, acheminés par des sociétés écrans intraçables liées à cette maudite station balnéaire. C'est un malentendu, une stratégie d'investissement complexe, balbutia-t-elle en reculant alors qu'il avançait vers elle. Une stratégie d'investissement ? Il lâcha un rire dur et amer. Plumez le vieux fou, a-t-elle dit. Vous avez écrit ça. Est-ce que cela ressemble à une stratégie d'investissement, à votre avis ? Ses yeux se plissèrent. Le gala. Nous n'y allons pas. Vous n'allez nulle part jusqu'à ce que je tire cette affaire au clair. Il attrapa son téléphone, aboyant des ordres à son chef de la sécurité de monter immédiatement dans les appartements privés, de bloquer l'accès de Nathalie à ses affaires, de contacter ses avocats personnels. Nathalie hurla, protestant de son innocence, mais la conviction dans sa voix avait disparu, remplacée par une panique montante. Alors que Christophe était au téléphone, le dos tourné, Nathalie vit sa chance. Son sac Birkin contenant son passeport et une somme importante d'argent liquide en cas d'urgence, qu'elle gardait toujours à portée de main, une habitude de ses précédentes frasques, reposait sur une console voisine. Elle se jeta dessus. « Oh que non, vous ne ferez pas ça !» hurla Christophe en voyant son mouvement. Il lâcha son téléphone et l'attrapa par le bras. Ils luttèrent, un tableau grotesque de luxe et de désespoir. Sa robe coûteuse se déchira, des diamants s'éparpillèrent d'un bracelet brisé. Ce fut à ce moment précis et chaotique que Léa ressentit la première douleur fulgurante et indéniable au bas de son abdomen. Elle haleta, se tenant le ventre. Une autre douleur suivit, plus forte cette fois. Le bébé. Il arrivait. Ignorant la bataille qui faisait rage dans le vestibule, Léa chercha son téléphone à tâtons. Ses mains tremblaient pour une toute autre raison maintenant. Elle appela Claire. Claire, halta-t-elle. C'est le moment. Le bébé arrive. Et Christophe et Nathalie. Ils se battent. Léa, reste calme. J'appelle le SAMU tout de suite et je préviens Sarah. Respire. Es-tu en sécurité ? Je crois. Dans ma chambre, parvint à dire Léa alors qu'une autre contraction la saisissait, plus intense que la précédente. Pendant ce temps, l'équipe de sécurité de Christophe arriva. 2 hommes baraqués en costume sombre. Ils séparèrent rapidement le duo en lutte, maîtrisant une Nathalie hystérique. Ne la laissez pas partir, ordonna Christophe. Confisquez son téléphone, son passeport, tout. C'est alors que Jacqueline, qui papillonnait anxieusement à l'arrière-plan, se précipita vers Christophe. Monsieur, c'est Madame Léa. Le bébé arrive. Christophe, le visage encore contorsionné par la rage face à la trahison de Nathalie, se figea. Le bébé. Son enfant. Au milieu de ce désastre total, de ce cauchemar personnel et financier que Nathalie avait orchestré, une réalité différente et plus profonde le frappa. Il regarda vers la petite chambre de Léa au bout du couloir, puis revint à Nathalie, qui crachait et jurait, désormais effectivement sa prisonnière. Les ambulanciers, alertés par Claire, étaient déjà en route, leur sirène faiblement audible au loin. Sarah Chen, également prévenue par Claire, agissait vite. Sachant que Christophe serait distrait et vulnérable, elle avait contacté l'inspecteur principal de la brigade financière, à qui le directeur financier avait déjà discrètement transmis ses conclusions préliminaires sur Sophie Lefebvre, la fausse Nathalie Moreau, et la fraude envers Égide. L'inspecteur, flairant une affaire très médiatisée, était très intéressé. Léa, aidée par une Jacqueline étonnamment calme, essayait de respirer à travers les contractions de plus en plus fortes. La mansarde sous les toits semblait plus petite, plus chaude, plus oppressante que jamais. Le hurlement des sirènes s'amplifia, s'arrêtant devant leur immeuble. Quelques instants plus tard, les ambulanciers étaient escortés par la sécurité de l'immeuble. Leur arrivée coïncida avec celle de 2 inspecteurs au visage sombre qui présentèrent leurs plaques à l'équipe de sécurité perplexe de Christophe. « Monsieur de Montfort ?» demanda l'un des inspecteurs. « Nous avons quelques questions pour vous concernant Égide Capital et mademoiselle Nathalie Moreau, également connue sous le nom de Sophie Lefebvre. » Il fit ensuite un signe de tête à son partenaire qui s'approcha de Nathalie. Mademoiselle Moreau, ou Lefebvre,
vous êtes en état d'arrestation pour suspicion de vol qualifié, abus de confiance et fraude. Nathalie laissa échapper un cri étranglé alors que les menottes se refermaient sur ses poignets. Sa luxueuse robe de gala n'était plus qu'un symbole de sa chute. Elle jeta un regard d'impur venin à Christophe. « Vous paierez pour ça, tous les deux » siffla-t-elle alors qu'on l'emmenait. Ces menaces se perdirent dans l'arrivée des ambulanciers qui se dirigeaient maintenant vers la chambre de Léa. Christophe se tenait au milieu des ruines de sa vie. Sa maîtresse arrêtée, son entreprise sous enquête, sa réputation en lambeaux. Il ressentit un étrange engourdissement. La fureur était toujours là, bouillonnant sous la surface, mais elle était maintenant recouverte d'un sentiment naissant de honte. Et d'un cocktail déconcertant d'autres émotions qu'il ne pouvait pas encore nommer. Il vit les ambulanciers aider prudemment Léa, pâle et visiblement souffrante, à s'installer sur un brancard. Leurs regards se croisèrent une fraction de seconde. Il n'y avait aucun triomphe dans les yeux de Léa. Pas de « je te l'avais bien dit ». Juste de la douleur, de l'épuisement et une profonde lassitude. Il fit un mouvement pour les suivre, mais Sarah Chen, se matérialisant comme sortie de nulle part, se mit en travers de son chemin. Claire était avec elle, l'expression féroce et protectrice alors qu'elle se précipitait aux côtés de Léa. « Monsieur de Montfort », dit Sarah, la voix sèche et professionnelle. « Je représente Léa. Je pense qu'il est préférable que vous restiez ici pour coopérer avec les inspecteurs. Léa a bien assez à gérer pour le moment. » Christophe regarda Sarah, puis le brancard qui s'éloignait en emportant sa femme enceinte, et enfin les inspecteurs qui attendaient avec impatience. Le grand vestibule, qui quelques heures plus tôt devait être la rampe de lancement d'une soirée scintillante, ressemblait maintenant à une scène de crime, l'air lourd de trahison et d'illusions brisées. Alors que Léa était poussée vers la sortie, elle entendit le dernier hurlement de Nathalie depuis l'ascenseur. Il savait. Christophe était au courant pour l'argent, il était dans le coup lui aussi. Les yeux de Léa s'écarquillèrent légèrement. Était-ce le mensonge désespéré d'une criminelle acculée? Ou y avait-il une autre couche, encore plus sombre, à la tromperie de Christophe? La pensée lui envoya un nouveau frisson, alors même qu'une autre contraction s'emparait de son corps. Le règlement de compte avait été rapide, brutal et public, du moins dans les limites de leur hôtel particulier. Le monde extérieur, les actionnaires, les médias, le sauraient bientôt. Pour Christophe de Montfort, la chute libre ne faisait que commencer. Pour Léa, un nouveau chapitre incertain s'ouvrait, annoncé par l'arrivée imminente de son enfant. Une minuscule lueur d'espoir dans les ténèbres écrasantes. Et ainsi, le voyage déchirant de Léa à travers la trahison et le désespoir trouva son aube. Depuis les confins étouffants d'une mansarde de bonne, symbole du mépris insensible de son mari, elle s'était élevée non pas comme une victime, mais comme une guerrière se battant pour sa dignité et l'avenir de son enfant. La chambre de maître, autrefois une zone interdite dominée par une maîtresse trompeuse, est maintenant vide. Un témoignage des illusions brisées et du triomphe ultime de la vérité. Léa a appris que la véritable richesse ne se mesure pas en carat ou en hôtel particulier, mais en courage, en résilience et dans le lien indestructible de l'amour. Son histoire est un puissant rappel que, même dans les moments les plus sombres, la force qui est en nous peut illuminer le chemin vers un nouveau départ. Que pensez-vous du combat incroyable de Léa pour obtenir justice? Auriez-vous pu être aussi fort? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire de résilience et de règlement de compte vous a ému, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air à cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que la force peut être trouvée dans les circonstances les plus éprouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres histoires captivantes qui vous tiendront en haleine. Jusqu'à la prochaine fois, n'oubliez pas que même les cages les plus dorées ne peuvent emprisonner un esprit déterminé à être libre.